Salut à tous et bienvenue sur Ultimate Game List, le podcast qui classe purement subjectivement les meilleurs et les pires jeux de tous les temps. Je suis Kevin et je suis en compagnie de Florent. Salut Florent. Salut Kevin, ça va? Bah bien et toi? Ouais, très bien. Écoute, pour cet épisode-ci, donc on a un saladier avec plein de jeux où j'ai mis pas mal de trucs où je me doute que tu n'y as pas joué et dont des jeux auxquels j'ai pas joué parce que j'ai envie de me les faire, notamment pour le podcast. Et ouais, je sais, c'est vraiment pas fair play, mais bon, c'est comme ça. Après comme ça on y jouera. Comme ça, on y jouera. Ce sera peut-être pas le plus adéquat pour les auditeurs, mais voilà, tant pis. Comme ça, on se mettra des super jeux à découvrir. Voilà. Et on va mettre nos auditeurs à l'épreuve. Je te propose de... Ah oui, on va revenir un petit peu sur les... Vas-y, Ouais, je vais faire les... En partant du bas, le pire au meilleur jeu de tous les temps. Je vais dire d'abord les 5 derniers. Ouais, les 10 derniers. Donc Astérix et Obélix contre César sur PlayStation 1, qui est le dernier pire jeu de tous les temps. Ensuite, suivi de My Name is Mayo, Hokuto no Ken, Fist of the North Star, Ken's Rage, Snake sur 3310. Oui, d'ailleurs, j'ai découvert que Snake est bien plus antérieur au Snake sur Nokia 3310, mais oui. en tout cas on parle de celui-là, mais c'est vrai que voilà, je pensais que c'était juste un jeu sur 3310 et en fait pas du tout, il existait bien avant. Tintin au Tibet, Flappy Birds, SingStar, Little Big Planet, Mirror's Edge, Luigi Mansion et Temple Run. Et dans les meilleurs jeux de tous les temps, on a en 10e position Brutal Legend, ensuite Metal Gear Solid, ensuite Celeste, ensuite Uncharted 2, ensuite Hades, ensuite Bioshock, ensuite Binding of Isaac Repentance, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid 3, Subsistance et Hollow Knight. On n'a pas touché au peloton de tête la dernière fois. Ah si, on a Céleste qui arrive dedans. Non, au peloton de tête. Ah, le peloton de tête, pour toi c'est les trois... Oui, bien sûr. La sainte trinité de Ultimate Game List qui est représentée par Hollow Knight, MGS3 et FF7. Ouais, ça va être compliqué à détrôner. Un insecte, un borgne et un mec avec une grande épée. Voilà. Donc je vous propose de commencer. Je vais piocher un de tes petits papiers. Bon, ben, je l'ai pas fait. Lifeline, c'est quoi? Donc Lifeline, c'est ce à quoi je jouais tout à l'heure, mais que je recommence en fait, parce que là il est dans l'Apple Arcade, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de se le refaire. Et en fait, Lifeline, c'est une fiction écrite, interactive, diluée dans le temps. Donc, en gros, c'est un jeu dans lequel, en fait, tu es contacté par du texte, par un astronaute qui a échoué sur une planète. Et en fait, il arrive à établir un contact radio avec toi. Il te parle et tu peux lui répondre 2 propositions de texte de temps en temps. Et le truc qui est cool, c'est non seulement que c'est interactif, mais aussi que c'est dilué dans le temps. C'est-à-dire que tu ne choisis pas quand le jeu... En fait, c'est le jeu qui vient à toi. C'est-à-dire que ça se joue sur GSM. Et donc, le jeu, par exemple... C'est quoi un GSM? Donc, ça se joue sur Android et iOS. Et le truc, en fait, c'est que, par exemple, tu peux te coucher le soir et il t'envoie un message. Et il dit, ok, je vais dormir, je vais maintenant me reposer dans la carcasse du vaisseau pour telle ou telle raison. Je vous recontacte demain. Et le lendemain, tu peux dire, t'attends que la personne te recontacte. Et donc, en fait, il y a vraiment c'est finalement juste du texte, mais il y a l'interactivité du jeu vidéo. Et en fait, comme c'est sur ton smartphone que tu as en général tout le temps sur toi, c'est le jeu qui vient et qui t'envoie des notifications. Voilà, tu ne peux pas jouer si le jeu ne veut pas que tu joues. Il y a un moment, si le personnage principal qui est donc dans l'espace est occupé, tu vas rien savoir faire. Et en fait, vraiment, c'est vraiment un truc novateur. J'avais joué à l'époque quand j'étais adolescent et ça avait été quand même une petite claque, en tout cas dans l'exécution, mais surtout dans le concept, quoi. Et vraiment, je te le conseille. D'accord, je vais y jouer de toute façon. Voilà, on verra un peu. Bien, à chaque fois, je joue à tous les jeux que tu me proposes. Donc, vas-y, à toi de piocher. Voilà, j'en prends un. Donc celui-là, je sais que tu n'y as pas joué et moi-même, je ne l'ai pas vraiment terminé, mais je le recommencerai avec plaisir. C'est Mother 3. Ah non, mais j'y ai pas joué, non, du coup. Ok, ça te tente? Oui, ça me tente. Ouais, et bon, ça me tente bien. Voilà, j'y ai déjà pas mal joué, c'est un super jeu, mais maintenant que j'ai, miracle, trouvé une cartouche en française qui
n'existe pas théoriquement. Voilà, Mother 3, hop. Et donc maintenant, je prends un autre jeu. Ah, donc celui-là, je pense qu'on l'a tous les deux fait. Donc il s'agit de Last of Us, sorti en 2013, développé par Naughty Dog. La musique est composée par Gustavo Santaolalla. Et le directeur du jeu était Bruce Straley et surtout Neil Druckmann. Tu as joué à Last of Us? Non. Non. Bien sûr que si. Neil Druckmann qui réalise qui co-réalise la série éponyme. Oui, c'est vrai que voilà, c'est pas encore terminé hein, la série où elle a déjà terminé. Il reste un épisode. Ok, donc c'est vrai qu'on colle à l'actu Oui. parce que HBO a Produit une série, Last of Us, en collaboration avec Naughty Dog, mais surtout Neil Druckmann, c'est ça? Qui est très fidèle au produit d'origine. Ok, ouais. Bon, évidemment. Ouais, bon, on en parlera. On fera peut-être des extras ou quoi. On fera un petit extra à la fin. Oh, vas-y, je t'en prie. Ok, donc Last of Us, c'est un TPS action-aventure avec des éléments de survie et d'infiltration surtout. Où on joue l'histoire. L'histoire, c'est le protagoniste principal, c'est Joel, qui est un survivant désabusé d'un monde post-apocalyptique dans lequel voilà, beaucoup d'humains sont morts et sont devenus des simili-zombies. Simili-zombies, c'est-à-dire que en gros, ils se comportent comme des zombies, si ce n'est que le mécanisme de transformation, c'est le champignon qui existe d'ailleurs dans le vrai monde, le cordyceps, qui est en fait dans la vraie vie est un parasite. Un champignon. Hein. Un champignon qui parasite le corps de ses hôtes. Les fourmis surtout. Les fourmis. D'ailleurs, le prend le contrôle en fait de la fourmi. La fourmi va monter à un arbre, va exploser. Ouais, pour que le champignon va sortir de sa tête. Pour que les spores puissent aller beaucoup plus loin. Ouais, et si possible même retomber sur la colonie. D'ailleurs, par exemple. C'est un truc complètement dingue. Par exemple, Paras, un Pokémon, et un cordyceps. C'est un champignon qui contrôle complètement le corps d'un pauvre petit insecte. Ah ouais, non, c'est un jeu Pokémon. Attends, c'est un jeu Pokémon. Tu montreras. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est donc le contexte. Et donc, mais c'est vrai que moi je trouve ça vraiment très très malin parce qu'en effet, les films de zombies, etc., il y a parfois un côté un peu voilà, débile dans le traitement. Il y a de très bons films de zombies, ça peut être intéressant, etc. Mais c'est vrai que le côté c'est un virus, alors que là, en fait, se dire que finalement, oui, en effet, il y a des fourmis qui se font complètement contrôler par un champignon et dont, en effet, leur tête se fend, et il y a un champignon qui dépose ses spores qui, parce que c'est vrai que ça, il faut le dire aussi dans Last of Us, en effet, c'est un principe de zombification, mais en plus de se faire mordre, d'infection et de parasite, d'être infecté, d'être parasité en fait, d'être parasité par le champignon. Parce que dans le film de zombies, tu te fais mordre. En gros, ils ont bien expliqué que c'était pas des zombies. Oui, c'est pas des zombies, mais je veux dire, en fait, tout est comme un truc de zombie, si ce n'est qu'en plus, il y a la dangerosité des spores. Des spores, ouais. Parce qu'en effet, dans des lieux confinés, lorsqu'il y a beaucoup de morts, parce que c'est vrai que on parle un peu du lore parce qu'on n'est pas encore dans l'histoire, mais voilà, il y a différents stades d'infection. À certains moments, la personne meurt et le champignon prend tout l'espace et développe ses spores pour pas se reproduire, mais en tout cas se propager. Enfin voilà, bon, ça c'est un peu pour le truc. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça très très malin de coller un truc réel et de se dire et si jamais ce champignon maintenant c'est pas muté parce que c'est pas une mutation, mais s'attaquer aux humains, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc c'est vrai qu'on est dans un truc post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Voilà, Joël vit dans une ville sous quarantaine, enfin c'est pas sous quarantaine, mais gérée par l'armée. C'est voilà, un petit lieu de survivants où il y a la loi du... Gros lieu. Du quoi? Vraiment un énorme lieu. Ah oui, plein de personnes et tout ça. Combien? Plein de personnes en fait, qui sont mais c'est vrai que l'humanité a quand même été vachement terrassée. Et finalement, on peut juste dire qu'il a désabusé, qu'il a perdu beaucoup. Qu'il a perdu beaucoup et tout ça. Mais en fait, le jeu, pour résumer, c'est comme une fatality de Mortal Kombat. On vous chope le cœur de la poitrine à main nue et on vous l'écrase devant vos yeux. Ouais, c'est vrai que parce que c'est. En même temps, on peut parler de l'histoire en fait. Non. C'est juste l'univers. Est-ce qu'on parlerait pas de l'histoire
dans une zone spoiler à la fin, parce que je crois que c'est important d'en parler. Bah moi non, en fait, Non. enfin moi, toi peut-être si tu as besoin, mais moi vraiment en fait au niveau de l'histoire, j'ai des Non, choses à c'est dire tant au début qu'à la fin, et je pense que je peux en parler en étant évasif et en disant les gens qui y ont joué savent bien de quoi il en est, et les Mhm. gens qui n'y ont pas joué vont pas se faire spoiler pour Non, autant. non, d'accord. Mais donc au niveau de l'histoire, c'est Joël qui, pour le compte des Lucioles, qui est une organisation un peu externe au gouvernement qui persiste, c'est une organisation de résistance, qui demande à Joël une mission qui est d'escorter un enfant qui a son importance dans l'histoire, on ne dira pas forcément pourquoi, et c'est vrai que voilà, il y a donc le jeu est un grand road trip où en fait Joël rencontre Ellie, cette préadolescente qu'il doit accompagner d'un point A à un point B en faisant un road trip dans les États-Unis. Durant ce road trip là, on va apprendre plein de choses. On va apprendre pourquoi est-ce qu'il doit l'accompagner. L'accompagner, ouais. C'est vrai que voilà, Joël c'est quelqu'un qui est très désabusé par rapport à son passé. Il y a notamment voilà une scène d'intro, enfin, une scène d'intro qui pour moi, je pense, c'est pour moi la plus grande scène d'intro que j'ai vue dans un jeu vidéo. Vraiment en Quoique celle du 2 est pas mal aussi, hein, mais on en reparlera on en reparlera dans le 2. ouais, mais vraiment qui était incroyable et qui te saisit la gorge en 20-25 minutes, c'est vraiment dingue et c'est millimétré, moi je la trouve extraordinaire. Le truc c'est que ben voilà, il est assez désabusé, il se protège au niveau de ses sentiments, il ne veut pas s'attacher en tout cas à cet enfant, lui qui n'a plus de famille en tout cas. Et voilà, il va se passer plein de choses. Ils vont faire un road trip aux États-Unis. Ils vont rencontrer des gens. Durant les États-Unis, ils vont rencontrer plein de personnes. Il va y avoir voilà, plein de moments très très poignants où ils vont rencontrer des gens. Parfois ça va se passer bien, parfois ça va pas très très bien se passer. Et à la fin, il atteint son objectif et voilà, il se passe des choses. Il se passe des choses. C'est vrai que c'est. Voilà, au niveau de l'histoire, en tout cas, moi je trouve que la fin est extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est en fait, je trouve que c'est un jeu, en restant juste sur le narratif, en fait, je trouve que purement narrativement, c'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. Le début est super, il y a un développement de personnages, puisque d'histoire classique, mais avec des péripéties qui, à chaque fois, tu disais Fatality de Mortal Kombat. En effet, chaque rencontre, il se passe des choses particulières. À chaque fois, il y a un prisme dans le côté post-apocalyptique qui fait que on est pris à la gorge. Il y a des personnages voilà, dont on s'attache, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont des envies ou des conflits d'intérêts. Il y a des ruptures de ton aussi, notamment vers la fin, et dans le gameplay aussi. C'est vrai que ouais, c'est vraiment un très très grand jeu. Je sais pas si sur la narration, t'as des choses... Non, pas du tout. C'est vraiment une très bonne histoire, une très grande histoire du jeu vidéo. Ouais, moi j'ai juste un truc aussi à dire, c'est que la musique est très bien Ouais, la musique est super. La musique est, voilà, je trouve que dans le 2 elle est vachement mieux, mais on n'est pas là pour parler du 2. Enfin, ah ouais, moi je trouve que oui. Ouais. Oui, non, tu n'aimes pas. J'aime bien. En fait, le truc, c'est que la musique du 2 m'a moins marqué au niveau musical, m'a plus marqué dans. Ouais, enfin, au niveau purement musical, ça m'a moins marqué, mais c'est un peu différent. C'est un peu plus en lien avec la rythmique du cœur. Parfois, à des moments, il y a des trucs. C'est pas du tout. Enfin, c'est une variation un petit peu de. J'ai une petite préférence pour la VO du premier, mais au niveau purement musical, après, dans ce que la musique accompagne au niveau narratif, je trouve que c'est cohérent, mais à écouter comme ça, je préfère la VO du 1. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais oui, par contre. Oui, on parlait de narration, juste aussi dire, c'est vrai que voilà, Ellie et Joël ont plein d'interactions, il y a plein. Enfin, ils parlent tout le temps. Et c'est d'une justesse incroyable, quoi. Vraiment, les dialogues sont super bien écrits. Voilà. Mais ça, c'était pour la narration. Et pour le gameplay en fait. Et tu parlais de la musique, mais les bruitages sont super. Les bruitages sont incroyables selon que tu tires voilà, dans une forêt, dans un lieu clos. Il y a aussi donc, les ennemis, donc les claqueurs. En fait, donc, parce qu'on parlait de la description des ennemis, mais on les appelle comment? On les appelle des.
Des infectés en fait. Les C'est infectés, et il y a plusieurs il y a stades, il y a des et infectés, mais il y a aussi des êtres humains. Enfin, Oui, il y a des... voilà. oui, c'est vrai Il y a qu'en aussi fait, donc, parce que le ouais. plus important, le plus dangereux dans Ouais, ça, dans un monde post-apocalyptique, ce n'est jamais les zombies, les infectés et tout ça. Enfin, ouais. ça dépend quel Oui, oui. post-apocalyptique, mais quand c'est genre des zombies, Oui, entre oui. guillemets, c'est les humains Ouais, c'est ça, c'est la, qui foutent plus la merde. voilà, déchéance de la Ouais. société qui fait que l'homme est un loup pour l'homme, et donc une fois que la société et le contrat, le pacte social est tombé, eh ben voilà, il faut se méfier de tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais juste dire encore un truc avec mais oui, au niveau sonore aussi, il y a les claqueurs, parce que c'est vrai qu'il y a un bruit qui est terrible en termes de design sonore, c'est que quand ils claquent. il y a certains types de infectés qui sont tellement infectés qu'en fait ils n'ont plus d'yeux, vu que en fait c'est vrai qu'en termes de design c'est quand même vraiment dégueu mais très réussi. Donc on voit en fait un crâne humain où le champignon a poussé au niveau des yeux, et donc il est aveugle, et donc pour se repérer il utilise l'écholocation, c'est ça, avec sa langue, avec sa enfin mâchoire, langue, mâchoire, je pense, avec le ouais. bruit qu'il fait, je pense que c'est plus sa mâchoire. Enfin, mais Ouais. et c'est vrai qu'il fait un bruit glaçant, et voilà, notamment au niveau purement sonore, parce que là je parle pas encore du gameplay. C'est vrai que c'est vraiment super réussi. Et voilà, là tu allais parler un petit peu du gameplay. J'allais parler du gameplay en disant le gameplay est en fait basique dans le sens où on est en TPS, je crois qu'on peut tuer tous les ennemis par exemple en mode full discrétion, Ouais. en balançant des briques pour attirer l'attention des ennemis ailleurs pour pouvoir les choper par l'arrière. Et C'est le gameplay brisage classique de des années vue 2010. ou je trouve. oui, Ouais. c'est ça. Et Mais vraiment bien fait. et en fait, j'avais vu un truc qui m'avait bien fait rire en disant que la série est très bien adaptée du jeu vidéo, et il y a un commentaire, c'était quoi? Donc du coup, les personnages ils passent 1 heure accroupis, tu vois. Ouais. Parce qu'on passe généralement la plupart du temps accroupi en mode baston, quoi. Enfin, ça dépend quand, ça dépend Ouais. à quel moment. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs phases, on a des phases de marche, on a des phases de petites énigmes, où simplement voilà, il faut trouver une échelle ou une caisse à pousser, des choses comme ça. L'idée c'est juste de créer du rythme dans l'histoire, mais ça fonctionne bien. Et des moments où en effet on sent qu'il y a des ennemis, tout de suite les personnages se mettent automatiquement accroupis. Et souvent, comment ça se joue? Soit ça se joue totalement en réflexion, En discrétion. En discrétion. On peut le faire totalement en discrétion, mais souvent on commence en discrétion, on tue quelques personnes en se mettant derrière eux, et puis ensuite si on se fait repérer, ben bon, là boum, ça aussi entre du TPS action et à nouveau de l'infiltration, parce que même si on s'est fait capter, on peut à nouveau tourner autour des gens. Sachant que par exemple si on a si on n'a pas de surin, par exemple, parce qu'on peut fabriquer des objets, des cocktails molotov. Un surin, c'est une espèce de petit couteau, c'est ça? Un petit couteau, où là, ça permet de one-shot les claqueurs, en fait. C'est ça, parce que dans le gameplay, on peut ramasser des objets au sol qui permettent de créer plusieurs objets. De créer des objets et d'améliorer aussi ses armes. Ça, c'est le côté on a plusieurs armes, on a un arc, un fusil à pompe, bon, avec plein de trucs à la fin, mais il y a quand même quelques trucs. Mais au niveau de la création, on peut faire des bombes, des cocktails molotov, des surins, des trousses de soins, je crois aussi. Des trousses de soins. Parce que c'est pas comme dans Uncharted, c'est développé par le même studio. C'est pas comme dans Uncharted où vous respirez un bon coup et vous êtes reparti pour un petit tour. Non, là il faut vous soigner, il faut gérer un petit peu votre barre de santé. Sachez que vous serez jamais à court de munitions. Mais une barre de santé. Faut vraiment le vouloir, quoi. Faut vraiment. Ou alors il faut ne pas. C'est vrai que c'est un jeu dans lequel l'exploration a de l'importance. Et si vous êtes des gros bourrins, ça marchera pas. Ouais. Ça marchera pas. Ouais, il y a des gens qui jouent très bien. Il faut vraiment faut vraiment être très très précis alors, parce que. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, au niveau de gameplay là, et puis il y a aussi ce gameplay plus TPS classique qui est vraiment super, et qui. Moi j'ai un peu l'impression aussi que c'est Naughty Dog qui a fait Uncharted 2, Uncharted 3, c'était des jeux très impressionnants. Ce jeu-là a pas énormément de scènes impressionnantes, d'immeubles qui s'effondrent, des choses comme ça, pas du tout, non. Je dirais quasiment pas. Mais par contre, je trouve qu'il y a une maturité
dans les animations. C'est-à-dire que maintenant, quand tu te prends un coup, dans Uncharted 2, c'est limite, il ne se passe rien du tout, c'est juste que ton écran devient rouge. Là, voilà, tu te prends une balle de fusil dans l'épaule, tu ne sais plus tirer, tu te retrouves à terre, ou en tout cas tu recules, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment je suis pas sûr de ça du coup. Ah, ouais, il me semble. Ah, quoique, bah, tu te prends un recul, mais je crois que t'es. Ouais, t'es peut-être pas à terre, mais tu te prends vraiment un recul voilà, ouais. il y a un ressenti de ce côté-là, il y a un travail sur les animations. Et ouais, c'est vrai que moi, je me souviens que quand voilà, il y avait des moments super tendus où d'un côté, tu dois voilà, tuer quelqu'un, mais alors soit tu peux le prendre à la gorge et le déplacer dans une pièce, et ensuite soit l'étrangler, soit le tuer avec un surin, mais alors ça consomme des affaires. C'est vrai que parfois aussi, dans le feu de l'action, tu devais aussi, dans ton stock d'objets, te créer des objets directement en plein en direct, combat. parce que il y a en fait des Marie Kondo dirait des komono, des objets un peu du quotidien que tu trouves, et puis ensuite tu peux les crafter, mais tu es très limité dans les objets que tu peux avoir, et donc parfois si tu as utilisé tous tes cocktails Molotov et que tu en as besoin d'un et qu'il y a plein de gens autour de toi, ben en fait tu dois vite, sous la pression, t'en créer un, et donc vraiment ça crée des scènes très très tendues, et je trouve que cette balance entre l'infiltration qui se transforme en action, et avec c'est bien foutu. et avec cette dynamique de survie où tu collectes des choses, mais toujours toi avec un design un peu minimaliste. Tu vois, c'est pas un jeu où on collecte des centaines de trucs. Je trouve que le game design de ce côté-là est vraiment super efficace. Enfin, Oui, ouais, je trouve c'est vrai qu'au aussi. niveau du pur gameplay, je sais pas si tu as encore d'autres choses à dire dessus. Non, je vais juste parler vite fait de la série parce que bah, c'est pas le sujet, hein, mais vu que... Ah, parce que moi j'ai encore deux alors, trois trucs. vas-y. Mais voilà, juste aussi au niveau graphique, c'était un des plus beaux jeux de l'époque. C'est vrai qu'Uncharted 2 c'était extraordinaire, le 3 était dingue. Last of Us, moi je le trouve vraiment incroyable. Parfois par rapport à Uncharted 3 ou quoi, même s'il est magnifique, il peut être pas toujours aussi facile. Enfin, pas aussi beau que le 3, dans le sens où parfois des effets de végétation ça peut être un peu plus compliqué que du désert, ou par exemple Uncharted 3 qui était avec finalement assez peu de végétation, si je dis pas de bêtises. Mais Oui, il y en a quand même. oui, il y en a quand même. Mais oui, si, c'est vrai. Oui. Non. Mais non, après, c'est un jeu qui est magnifique. Je me rappelle des arbres dans Uncharted 3 avec le château en France. Mais non, clairement. Mais donc voilà, c'est un jeu magnifique, et je trouve que c'est aussi un jeu qui a une patte assez incroyable. C'est vrai qu'il y a cet héritage d'Uncharted dans le sens où c'est un espèce de réalisme cartoonesque sans l'être réellement. C'est-à-dire que c'est un design réaliste mais assez coloré. Et c'est vrai qu'après avoir eu énormément de jeux assez gris dans l'époque PS360, voilà, moi je trouvais vraiment que les jeux Naughty Dog c'était vraiment des jeux marquants pour ça. Et non, moi je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre, et chaque 2 heures qui se passent, il y a des moments marquants, il y a vraiment des scènes qui sont poignantes, la fin est extraordinaire, elle est d'une subtilité dingue, c'est une fin douce, amère, et qui est d'une maturité, notamment pour le jeu vidéo, qui n'est pas toujours en termes de narration, voilà, c'est pas non plus le propre du jeu vidéo. La narration, c'est parfois un peu compliqué de faire avancer du gameplay et de la narration. Ouais. Et vraiment, moi je le trouve voilà, quasi parfait. Peut-être qu'il est un peu long, et qu'au niveau gameplay, peut-être qu'il manquerait tout petit peu de renouvellement, mais c'est vraiment pour chicaner, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Oui, je trouve aussi, oui. Et c'est une aventure de road trip, une aventure humaine, et une aventure qui parle aussi de l'amour, de l'humanité, de comment faire le bien pour soi-même ou pour l'humanité. Et qui est extrêmement déchirante d'ailleurs, l'histoire. L'histoire est très déchirante. L'histoire est terrible, et vraiment c'est des scènes coup de poing, mais qui sont pas forcées, c'est pas toujours facile, c'est un jeu qui est très violent, mais c'est une œuvre post-apocalyptique incroyable. Je rajouterai un petit détail dans le développement du jeu. Ça transforme. Ils se sont inspirés du visage d'Elliot Page avant sa transition, bien évidemment, pour le visage de Ellie, la gamine qui suit Joël, sans lui demander son avis d'ailleurs. Elle était en train de tourner dans un autre jeu qui s'appelle Beyond Two Souls. Et c'était pour lui, c'est pour surfer sur
son image, quoi. Sur tu sa vois. carrière, Sur sa carrière et tout ça, parce que Après, moi je suis. il avait quand même Je vais pas te mentir. une bonne carrière, quoi. Ouais, mais après, je vais pas te mentir, moi je trouve qu'en fait, oui, on voit des traits, mais à aucun moment quand j'ai vu Ellie, je me suis dit, ah oui, c'est Elliot Page de l'époque. Vraiment, moi je me disais pas du tout ça. Je me disais, oui, il y a peut-être des traits de ressemblance, mais je me suis pas dit, ah oui, vraiment, voilà, c'est elle de l'époque. Et bah voilà, après, il y a quand même Lindsay Lohan qui s'imagine être la fille en bikini sur la jaquette de GTA Oui. 5. Oui. Alors que je suis désolé, il n'y a vraiment pas de rapport du tout. J'avoue. Donc voilà, c'est toujours un peu des trucs un peu, un peu compliqués ce truc-là. Mais voilà, moi je reconnais qu'il y a plus de similitudes entre Elliot Page et Ellie. Mais voilà, pour moi ça reste quand même subtil. Mais par contre, je vais vite fait parler de la série qui est une très bonne adaptation du jeu vidéo. Peut-être la meilleure. Sauf que il y a des petits. Me spoil pas trop, hein, parce que je suis chaud pour la faire. C'est que je sais pas où je sais pas où sont passés les infectés. Je sais pas où sont passés les claqueurs. Il y en a, mais très peu. Ok. Ils sont limite oubliés peut-être. Ils sont franchement à un moment, je me suis dit mais il s'est passé quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi est-ce que c'est post-apocalyptique? À un moment, en fait, je me suis dit ça. Mais il y a quand même des claqueurs, hein, il y a quand même des claqueurs, hein, il y a quand même les monstres que tu vois dans le jeu. C'est comme à la fin de Walking Dead, à la fin on s'en fiche, ça n'a plus d'intérêt, les zombies. Ouais, sauf que c'est la première saison, quoi. Et il y a des moments... Ouais, ça peut être un peu embêtant. Il y a des moments très... qui cassent vraiment la narration. Okay, vraiment, ça casse, ça brise la narration. Mais il y a un épisode où, franchement, je me suis embêté comme t'as permis. Il y a un autre épisode qui casse la narration, qui était très beau. Je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai pu voir dans une série. Okay. Je t'en dis pas plus. Qui fait des digressions narratives. Une digression narrative, mais qui est utile quand même. Tu fais pas un épisode d'une heure là-dessus, mais c'est quand même utile au scénario et au développement des personnages du jeu vidéo. Parce que tu as énormément de personnages du jeu vidéo qui se retrouvent dans la série, qui n'ont pas un développement aussi poussé dans le jeu. Et là, en fait, c'est leur petite heure de gloire. Donc, tu apprends un peu plus sur leur personne, sur leur personnage. Mais ça, je vais un peu rebondir avec toi. C'est vrai que je sais que Neil Druckmann, voilà, grâce à cette série, peut creuser des choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de creuser. Paraît-il, a mis des scènes qui ne sont pas forcément dans le jeu. Et donc, ça peut être toujours intéressant de pouvoir reprendre un peu ton œuvre et d'y rajouter des choses, de creuser certaines choses. Je sais que voilà, l'autre fois, j'écoutais l'interview du mangaka qui a fait l'Attaque des Titans, qui disait voilà, il y avait certaines choses qui lui avaient un peu déplu, en tout cas dans son manga originel et comme dans Bleach. Voilà, et dans l'animé en fait, il a pu repréciser certaines choses en disant ok, ben voilà, ça ou ça c'était un peu incohérent par rapport à ma fin ou mon milieu, on va un peu changer deux trois petits détails. Et voilà, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant quand en fait vraiment un auteur peut se pencher sur voilà, son œuvre et redigérer ça, contrairement à voilà, un studio hollywoodien qui se dit ah ben super Last of Us, si les gens ont aimé, on va faire un film, ou Uncharted, les gens ont aimé, on va faire un film voilà, mercantile dessus, et voilà quoi. Mais, et je rajouterai aussi, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est que dans le dernier épisode qui est sorti, je crois que c'est l'épisode 7 ou 8, où tu vois en fait les deux acteurs qui ont fait les voix et la motion capture de Joël et Ellie. Ah ok, cool. Voilà. Donc je trouvais ça assez cool, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est dans la série. Ça fait de rendre à César ce qui est à César. C'est sympathique. Donc moi, si t'as rien d'autre à dire, moi je te propose de le classer. Non, voilà, moi je te propose le classer. D'ailleurs de le classer. J'avais complètement oublié. Je pense qu'il va au-dessus d'Uncharted 2. Oui, clairement. Je pense qu'il pourra aller au-dessus d'Hades et de BioShock. Oui, BioShock est trop imparfait dans sa structure. Je pense qu'il pourrait aller au-dessus de Binding of Isaac Repentance. Sans aucun souci. Et je pense même qu'il pourrait aller au-dessus d'FF7, mais pas au-dessus de Metal Gear Solid 3. Ah ouais. Parce que Metal Gear Solid 3, pareil. Tu vois, il a un truc au niveau de son... c'est dur. Ah bah écoute, moi je vais argumenter. Pour moi, ça va au-dessus de Metal Gear Solid 3. Je ne sais pas si ça va au-dessus de Hollow Knight, j'en suis pas vraiment certain. Mais pour moi, ça va au-dessus de Metal Gear Solid 3
parce que chaque 2 heures, en termes de gameplay, en termes de narration, en termes de séquence d'émotion, est extraordinaire. Là où Metal Gear Solid 3 a des moments incroyables, des moments moins incroyables. Certaines rencontres sont cool, mais sont un peu grandiloquentes. Alors que là, chaque rencontre, que ce soit la phase du sniper, la rencontre des 2 frères, chaque phase t'amène à un impact émotionnel, il y a une poésie, il y a, je pense, vraiment un truc sur la nature humaine qui pour moi est mieux écrit et plus subtil encore que Metal Gear Solid 3, qui est génial, mais qui a des côtés un peu inégaux des jeux de Kojima, alors que c'est le chef-d'œuvre de Kojima, mais ça reste un jeu de Kojima. T'es pas d'accord avec ça, mais après je peux entendre un peu ton. Moi je pense que The Last of Us m'a. En fait, Metal Gear Solid 3, au niveau du gameplay, tu vois. Ouais. Au niveau du gameplay, je le trouve beaucoup plus intéressant. Pareil au niveau de la musique, je trouve que Metal Gear Solid 3 a de meilleures musiques que The Last of Us. Après, c'est une question de goût. Hein. La musique, c'est toujours une question de goût. Pour certaines exceptions. Moi, je suis pas... C'est vrai que sur la musique et sur le gameplay, je suis pas... Okay. Mais en fait, non, c'est vrai que c'est incroyable dans Metal Gear Solid 3, il y a des ennemis dingues. Après, parfois, ça peut être à la frontière de too much. Même si j'adore ça en fait, j'adore aussi, on parlait de RRR tout récemment, j'adore le côté grandiloquent, je trouve ça super et j'aime ça aussi dans les jeux de Kojima. Mais moi, bon après on est en réflexion, mais vraiment pour moi les 2 choses très importantes qui sont là pour ces 2 jeux là, la narration et le gameplay, vraiment la structure narrative, je préfère celle de Last of Us et le gameplay en fait je trouve que même si Metal Gear Solid 3 c'est cool, ça reste un gameplay un peu rigide et dans les affrontements de boss etc. Il y a vraiment dans Last of Us 3 un truc viscéral que t'as pas forcément dans Metal Gear Solid 3. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah c'est bon. Parce que c'est ça, il y a le point de vue narration, mais il y a aussi... Allez, le dernier de nous, parce que je pense de nous, on va le mettre en 2e position, ce qui est très bien. On est bon, hein. On est d'accord. Okay. Je crois que le Knight ne va jamais descendre. Ben, je pense que le Knight, ça va être très compliqué. C'est vrai que c'est vraiment un excellent jeu. Je ne vais pas mentir, je pensais que tu allais mettre Last of Us au-dessus de Hollow Knight. Non. Mais en fait, je veux pas. Ça me va très bien. Il est genre excellent. Monument Valley, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu mobile smartphone qui est un jeu d'aventure aventure réflexion qui joue beaucoup sur des illusions d'optique à la Escher, avec des perspectives impossibles, ce genre de choses. Pour moi, voilà, c'est vraiment des chefs-d'œuvre du jeu smartphone. Il y a beaucoup de trucs horribles sur smartphone, t'inquiète, il y a des façons que je peux le passer gratuitement. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment un très très grand jeu. En tout cas, un très grand jeu smartphone. Je sais pas si ça ira dans le top 10, mais en tout cas, après, écoute, dans les jeux smartphones, en tout cas, c'est un très grand jeu pour moi. Après, il coûte 3 balles. J'ai acheté My Name is Mayo, donc... écoute, si tu veux acheter My Name is Mayo, vas-y, je te laisse. Mais voilà, sinon, à la limite, j'ai mon vieux smartphone, je peux te mettre quelques jeux dessus et on s'arrange. Voilà, moi j'ai Into the Breach. Est-ce que tu as joué à Into the Breach? Bah non, mais je vais y jouer. Il est gratuit sur Netflix. Je sais. Bon, oui, après, je te conseille pas forcément d'y jouer sur smartphone, mais je te conseille quand même d'y jouer soit à la souris. Oui, ben sinon je peux aussi te le passer. Je l'ai sur Epic Game Store si jamais. Ok, ça va. Mais voilà, j'avais dit qu'on a plein de jeux où voilà, on n'y a pas joué. J'ai vu le jeu tourner, mais. Donc là, j'ai un jeu, on y a tous les 2 joué. Donc c'est Marvel Snap, développé par le studio Second Dinner et donc il est sorti en 2022. C'est un jeu de cartes et c'est développé par Ben Brode, qui était un des développeurs principaux de Hearthstone. Donc Marvel l'a débauché, ou le studio a débauché, je ne sais pas si c'est Marvel ou si c'est le studio qui a collé l'imagerie Marvel dessus, mais le développeur d'Hearthstone, donc le jeu de cartes de Blizzard, pour en faire un jeu Marvel. Meilleur jeu mobile 2022, il me semble, d'ailleurs. Il a reçu le prix au Game Awards. Au Game Awards. Qu'est-ce que je fais? On l'a déjà fait.
Bah écoute, c'est un jeu de cartes pas vraiment à la Hearthstone, un petit peu inspiré d'Hearthstone, parce que je pense que... Ouais, moi je le trouve assez différent, je trouve qu'il s'en émancipe pas mal. Je trouve que c'est un jeu de cartes qui s'inspire un peu de ce qui se fait de cool dans le jeu gratuit, on va dire. Mais je te laisse peut-être la présentation, tu veux que je présente Vas-y, présente. Donc voilà, Hearthstone. Ah ouais, super. Marvel Snap. Et d'ailleurs, ouais, juste mini anecdote, mais je me souviens en fait qu'il y avait plein de pubs sur YouTube, un moment où il y avait plein de pubs pour Marvel Snap. Je me suis dit, c'est bon, arrêtez avec votre jeu de cartes Marvel. Alors que voilà, je peux lire du Marvel et des choses comme ça, je suis pas réfractaire à l'univers. Je me suis dit, non mais votre free-to-play nul, c'est bon, je vais pas y jouer. Et vraiment, mais parce que vraiment, la pub n'arrêtait pas quoi. Vraiment, c'était du matraquage. Je me suis dit, bon, arrêtez. Et puis finalement, j'ai commencé à entendre des échos disant que c'était quand même vraiment pas mal et je m'y suis mis. Et à raison. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes dans lequel le but, un jeu de cartes à jouer, pas un jeu de cartes vroom vroom ah oui, pute, hein, c'est vrai, pas de karting, ouais. Donc un jeu de cartes à jouer inspiré voilà, de l'univers de Marvel, où on a des cartes et des terrains. Et donc voilà, la spécificité du jeu, en gros, comment gagner une partie. Le but pour gagner une partie, c'est de gagner du territoire. Il y a trois terrains, on va dire, qui sont des hexagones qu'il faut essayer de contrôler. Pour les contrôler, il faut simplement avoir le plus de cartes avoir des cartes avec le plus de force, c'est pas de force, mais de points de gain, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir gagner l'emplacement. Sachant que l'emplacement est doté d'une capacité spéciale. Oui. Par exemple, quand il se débloque, ça fait popper des écureuils partout. Ouais. Et sachant que sachant que une de vos cartes, c'est Squirrel Girl, qui augmente, je crois, les points de vos écureuils, ou selon les écureuils qu'il y a, ça augmente sa force. Ouais, il peut y avoir des synergies. C'est tout un délire, il y a pas mal de synergies. Mais sur le truc, donc, le premier emplacement, tu le vois tout de suite ce que c'est, dès que tu joues ta carte. Et les deux autres se débloquent au bout du deuxième et troisième tour, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est vrai que, contrairement à un Hearthstone où... Bon, je ne vais pas directement le comparer à Hearthstone, mais où la différence se fait dans les classes de personnages que tu peux avoir. Là, en fait, il y a tout un côté très fun de découvrir non seulement le deck de l'autre personne, mais surtout de savoir sur quel terrain on va tomber et quel facteur aléatoire lié au terrain il va y avoir. Et donc, c'est vrai que ça crée des parties assez dynamiques avec un gros changement. Et c'est vrai que quand je te disais que ça faisait un peu jeu avec des trucs un peu contemporains, c'est vrai que voilà, moi les 3 emplacements à gagner, ça me rappelle un peu les MOBA ou des jeux comme Castle Crasher, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. C'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs. Ça fait longtemps. Les jeux avec les cartes, hein, c'est ça, un mi-MOBA, mi-jeu de cartes. Alors, pas du tout, du coup. Moi, Castle Crasher, c'est le jeu avec des petits chevaliers. Je confonds avec autre chose, mais ça, d'un autre jeu mobile, dont on parlera peut-être un jour. Et donc voilà, chaque personnage a des capacités spéciales. Il y a du mana Kinu qui est auto-généré et on gagne de plus en plus de mana à chaque tour à dépenser. Le mana qui n'est pas dépensé d'un tour est perdu. Et par exemple, c'est en 6 tours. Je pense qu'au premier tour, on a 1 mana. Au deuxième tour, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'au 6e tour, 6 c'est comme ça. De façon classique. Un ou deux d'ailleurs, parce que si vous commencez sur un terrain qui vous donne 1 point de mana supplémentaire... Et c'est ça en fait, voilà. Sauf synergie, exception. Et quand on joue une carte, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc qui est super, que je trouve vraiment super, il y a 2 choses. Le premier, c'est que souvent, le personnage Marvel, ou même le terrain de l'univers Marvel, a des capacités qui sont vraiment, en général, je trouve quand même bien trouvées, liées au type de personnage dans l'univers Marvel. Et en plus, à chaque fois, il y a un habillage qui est ultra propre, d'effets sur le terrain. Le terrain en tant que tel n'est pas incroyable, mais
c'est sympa, mais c'est pas aussi poli, je dirais, que Hearthstone. Voilà, il y a à chaque fois des effets, même des effets visuels qui nous rappellent parfois un peu, je pense à Hawkeye, où il tire des flèches qui créent un espèce d'halo vert pour limite nous rappeler que si on met des cartes là, il va se passer quelque chose. Et donc, je trouve que vraiment visuellement, ils ont vraiment bien travaillé ça. En fait, il y a aussi un petit détail à part, c'est que vous n'êtes pas obligé de débloquer un terrain. Vous n'êtes pas obligé de débloquer la capacité d'un terrain pour jouer. En fait, vous pouvez carrément mettre une carte, je sais pas, la carte Electra sur le terrain de droite, et attendre que c'est risqué. Mais si par exemple votre premier terrain vous intéresse pas trop, ben, vous pouvez mettre. Par exemple, il y a des terrains où les cartes 1, 2 et 3 unités de coups, parce qu'il y a les unités, donc il y a 2 types de chiffres sur la carte. À gauche en bleu, il y a le mana, et sinon on va dire la force, on va appeler ça comme ça, la force de la carte. Et donc par exemple, c'est vrai que si on a mis une carte à l'extrême droite et qu'à l'extrême droite, en fait, une fois que c'est relevé, il est noté qu'en fait les cartes 1, 2, 3 mana ne peuvent pas être jouées. Ben, si on a déjà mis une carte 1 mana dessus, ben, voilà, elle reste là, elle a été jouée avant que sa capacité ne s'active. Et il y a aussi un dernier petit détail, c'est que, deux petits détails, c'est qu'à un moment donné du jeu, vous vous dites, putain, je vais gagner, c'est bon. Hop, vous faites le snap. Oui. Et en fait, ça double vos points à la fin du point d'expérience, c'est ce qu'on gagne exactement. Et tu gagnes des cartes, tu gagnes des... Mais c'est pas, c'est une des nombreuses monnaies du jeu. Il y a plein de trucs. Voilà, tu gagnes une monnaie du jeu qui peut s'obtenir rapidement pour améliorer tes cartes, mais de manière visuelle seulement. Oui. Et en fait, votre adversaire peut aussi faire un snap pour encore plus doubler les points. Et je pense que chacun peut le faire 2 fois. Chacun peut le faire une fois. Enfin, une fois chacun. Ah oui, une fois chacun, autant pour moi. Et le truc, donc, le snap, l'idée, c'est de se dire, je mets comme au poker, en fait, une grosse somme non, pas comme au poker, mais je parie que je vais gagner. Et donc, je mets une certaine somme, on va dire d'XP, c'est pas vraiment ça, mais de monnaie interne au jeu. Et donc, l'idée, c'est que si l'autre personne voit qu'il est mal engagé, et ben voilà, il peut se dire, ah, je vais me retirer parce que j'ai trop à perdre de monnaie interne du jeu, parce que je vois que je suis mal engagé. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Et après, à contrario, s'il se dit non, t'inquiète, moi ça va aller, je peux encore à nouveau doubler la mise, quitte à perdre encore plus. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est un système intéressant, même si finalement dans mes parties, voilà, moi, quand je snap ou quoi, c'est assez rare que quelqu'un se dise oh non, c'est bon, c'est mal engagé, je m'en vais. Je ne sais pas si toi tu l'as souvent. Oui, je l'ai eu 1 ou 2 fois. Mais voilà, après ça reste un système intéressant. Aussi au niveau de spécificité, contrairement à Hearthstone, c'est un jeu vraiment développé surtout pour le smartphone. Je pense qu'on peut y jouer sur PC, mais il y a un affichage droit, horizon vertical. Et c'est vrai que voilà, c'est très agréable, plus que Hearthstone en tout cas, à jouer sur un mobile. C'est optimisé pour ça. Après, moi je veux parler de 2 petites choses. C'est vrai on ne sait pas toujours quand on est contre un joueur humain ou contre une intelligence artificielle. Ça, c'est parfois quelque chose qui m'embête un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un jeu en ligne, mais de temps en temps on tombe sur voilà, je me rendais compte que je gagnais énormément, et c'est parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, peut-être que j'avais une mauvaise connexion, alors le jeu préfère t'envoyer un jeu contre une intelligence artificielle que contre une vraie personne, et parfois ça peut être un peu perturbant de ce côté-là. Après, voilà, c'est un jeu free-to-play de 2022, donc il y a toutes ces mécaniques d'engagement où on peut acheter un Battle Pass, on peut acheter de l'or pour améliorer ses cartes, etc. Ça reste assez bien fait dans le sens où on peut débloquer quand même pas mal de choses et très bien se débrouiller sans acheter de Battle Pass ou sans acheter des cartes ou des choses comme ça avec de l'argent réel. C'est vrai que voilà, c'est un jeu où clairement parfois ça m'est déjà arrivé pendant j'ai l'impression 2 minutes améliorer une carte qui faisait progresser une jauge qui me faisait débloquer d'autres choses, qui me permettait d'à nouveau améliorer des cartes, qui me permettait d'à nouveau débloquer des choses. C'est vrai qu'il y a ce côté, même si voilà, finalement c'est un peu factice, mais c'est factice, mais c'est bien foutu. Ça. Mais c'est vrai que parfois t'étais là et pendant 2-3 minutes, je me disais ah c'est cool, je débloque des choses, même si voilà, c'est des mécaniques d'engagement qui t'aident.
avec toutes les 4 heures, tu as aussi un peu comme dans Hearthstone, des missions à faire et à remplir qui permettent de gagner, de gagner, de progresser. Après, voilà, moi j'ai juste un petit peu de mal. C'est vrai que parfois je vois dans Battle Pass des super cartes, je me dis voilà. Achète-moi s'il te plaît, achète-moi. Voilà, il y a toujours ce côté un petit peu voilà, on ne peut pas tout débloquer juste avec de l'argent, contrairement à Hearthstone où en fait théoriquement tu peux avoir n'importe quelle carte dans les paquets de cartes, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le Hearthstone que j'ai connu de la sortie. Ça dépend, oui, mais après tu peux, par exemple, si tu achètes des paquets de cartes légendaires, je je ne pense, sais pas, il n'y avait pas ça à l'époque. tu as oublié, enfin, je crois que si tu achètes par exemple 10 paquets de cartes, Oui. il y a vraiment une où ça va être du légendaire. Je crois un truc dans le genre. Et alors, tu as d'autres paquets de cartes, d'autres styles de paquets de cartes, je crois. Ouais. Je sais plus du tout. Mais c'est vrai que moi je trouve juste en tout cas que sur le système, même si c'est pas un pay to win, il y a quand même ce côté un peu frustrant de se dire il y a des cartes en fait auxquelles soit tu prends un espèce d'engagement à 12 balles quand même, c'est pas. Mais je comprends. C'est pas 3 € le mois, tu te dis j'aime vraiment le jeu. C'est pour ça qu'ils perdent des points. Et je mets des billes. Pour moi c'est je pense mon jeu de cartes préféré. Je pense que je le préfère à Hearthstone pour plusieurs choses, parce qu'il y a cette mécanique qui est plus originale, qui n'est pas juste un copier-coller de Magic en plus soft, parce qu'il y a les mécaniques des terrains qui est non seulement moderne mais en plus intéressante, et aussi un truc que j'aime bien, c'est que c'est des petits decks, c'est juste 8 cartes, non, plus. 16 quand même, ouais je crois que c'est ça, 16 je sais plus, c'est pas des paquets de 60-40 cartes, et donc c'est vrai que voilà, moi parfois dans le jeu de cartes, même moi, quand je jouais à Magic, en fait, c'est vrai que j'avais un peu du mal à me restreindre, de me dire, ok, j'ai mes terrains, et puis j'ai une quarantaine de cartes à faire. Parfois, je ne savais pas trop lesquelles mettre. Et maintenant, en fait, autant dans Magic, en vrai, en physique, j'avais un peu du mal à me restreindre, je faisais des gros decks, autant en fait, je trouve ça ennuyeux dans un jeu de cartes virtuel de devoir mettre 40 cartes en fait. Moi ça me gonfle. Et en fait moi j'aime le fait gonfle qui en est moins. Moi j'apprécie en fait. Au niveau virtuel, je trouve que c'est plus chouette de dire ok, il y a 16 cartes et je fais ma popote avec ça plutôt que de se dire ah ok, c'est Hearthstone, je fais un paquet de 30 cartes. Je t'avoue que le kiff que c'est de choper ta dernière carte Exodial maudit, tu vois, ou vraiment quand t'es dans. C'est Yu-Gi-Oh ça. Ouais, c'est Yu-Gi-Oh, je sais bien, mais c'est un exemple. Mais c'est vraiment épisode 1 ou 2, je crois. Hop, il chope la carte qu'il lui faut pour battre le méchant alors qu'il est dans la merde. C'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux de cartes, tu vois. C'est vraiment, t'as une chance sur 100 d'en choper ta carte. C'est vrai que tu as raison. C'est vrai que je trouve ça. Tu as raison dans ce jeu-là. Si tu mets une bonne grosse carte à la fin, tu as la certitude de pouvoir la trouver. Et qu'à chaque fois, je mets du Hulk. Hulk, c'est une carte que tu débloques directement et d'ailleurs je ne sais pas, mais je me demande même si le jeu ne triche pas un petit peu en te mettant de base surtout tes cartes faibles, par exemple si tu mets plein de 6 ou plein de 4 ou plein de 3, elles vont pas forcément arriver, j'ai l'impression, dans ton truc, donc c'est vrai que je sais pas, faudrait que je teste, mais j'ai l'impression que si tu mets plein de cartes 3 et juste 2 cartes 2, j'ai l'impression que le jeu va être généreux, va tricher peut-être un peu avec l'aléatoire pour mettre les cartes de faible coût au début. Alors que si tu mélanges vraiment un paquet, mais j'en suis pas certain de ce côté-là. Mais voilà, pour moi c'est un excellent jeu free-to-play que j'adore. Après voilà, le petit côté, la notification toutes les 4 heures qui dit hey, reviens. Voilà, en termes de bien-être pour le joueur, moi aussi j'ai désactivé maintenant. Mais voilà, j'ai un petit peu du mal avec son modèle économique. Ouais, moi aussi. J'ai beaucoup de mal avec beaucoup de modèles économiques. Mais voilà, les free-to-play, c'est toujours un peu compliqué. Où est-ce que tu le verrais? Au-dessus de... Non, pardon, en dessous d'Animal Crossing. En dessous. Je réfléchis. Moi, je le mettrais en dessous de Dead Cells. Parfait. Parce que voilà, c'est quand même malgré tout un très bon jeu sur le cœur de... Parfait. Le cœur de gameplay. Non, okay. Marvel Snap. Parfait. Moi, je voulais pas qu'il aille plus haut en fait. Donc, c'est bien pour moi. Mais toi, tu le sanctionnes vraiment sur son côté... pay to win. Pas pay to win, mais free to play. Et un peu frustrant. Ouais. Après, c'est un très bon jeu. Hein, oui, mais je pense que ce serait un meilleur jeu si on payait 10 € et puis hop... De toute façon, tous les jeux qui sont là sont très bons, à part à part les 3 derniers, quoi. Donc, c'est... Ouais, les 3 derniers, là, maintenant, ça devient vraiment des jeux moisis.
Donc on en fait un dernier peut-être. Oui, allez, un Avant dernier. d'arrêter, Jetpack Joyride, Outbreaks. Oui, c'est Jetpack Joyride. C'est un jeu qui est sorti sur iOS et Android. À la base, iOS, iOS et puis ensuite Android et plein de qui est trucs. développé par Outbreak Studio et édité peut-être aussi. Oui, je crois Ok. qu'il me semble. Et qui est sorti en 2011. Un jeu qu'on a tous les deux fait. Un jeu. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Ouais, je pense. voilà. C'est Enfin, légèrement, mais c'est un runner. évoqué. C'est un runner dans lequel on incarne un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça n'a aucune importance. Barry, ouais. Barry. Parce que des fois, tu as des espèce de- pièces qui forment Barry. Vas-y, ouais. Avec un jetpack, et en fait, c'est le but du jeu, c'est Un salaryman, salaryman, comme on dit au Japon, qui a arraché ses manches de costume. et qui fonce avec un jetpack dans Une base secrète. dans une base secrète, tout en esquivant les ennemis, tout en esquivant des les zappeurs, ennemis, des zappeurs et ainsi de suite. des zappeurs, c'est des arceaux électriques. Donc le jeu, contrairement à Temple Run, est en 2D. Oui. Et en gros, vous avez le cœur cœur du gameplay, c'est d'aller le plus loin possible. Et avec c'est le personnage. d'appuyer par intermittence intermittence à coup sur une touche ou sur votre pour pouvoir sur voler, votre, planer. sur votre smartphone ou sur votre Ouais, je vais sur la manette, je vais sur PS3. ouais, moi aussi. Et en fait, pour pouvoir planer, on va dire, avec votre jetpack Ouais. qui tire en fait des. Il tire des pièces, non? Enfin, il Non, fait un bruit de pièces, mais. il fait du lance-flamme, en fait, c'est des balles, je pense. Ok. En fait, vous pouvez aussi customiser votre Oui. personnage. Plus vous. Enfin, en fait, dans le niveau, vous allez choper des pièces, vous allez choper des. Ouais. Vous allez choper des récompenses et des grosses pièces aussi qui vont vous permettre Oui. d'activer un jackpot, un ventilation chaud, pour pouvoir améliorer votre personnage, ou peut-être même pour pouvoir, dès que vous mourrez, hop, vous allez ressusciter et vous allez pouvoir continuer en étant un tout petit peu plus lent. Et vous allez aussi pouvoir choper des mechas. Ouais, il y a plein de mechas, genre un dragon. Pas que des mechas, des véhicules. Des véhicules en fait, ouais, une moto avec un Ouais. shotgun où vous allez voir Barry défoncer les Comme dans gens, Terminator. comme dans Terminator, et vous allez pouvoir customiser votre personnage. C'est un jeu dans lequel j'ai passé des heures, mais des heures à jouer à Mais ça. c'est vraiment un jeu qui est super fun. C'est super Et fun. on ouais. parlait de boucles, de trucs à débloquer, etc. On a toujours envie d'aller plus loin. La musique est Il géniale. y a des missions annexes Oui, qui sont proposées. Ouais. Ça peut être faire un high five à tous les petits high five, scientifiques qui se baladent. Ça peut être éviter de justesse un missile ou un zapper, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un super jeu. C'est un jeu qui a une super direction artistique, un peu 16 bits. Les musiques sont top. La musique C'est est vraiment, moi je crois, un super runner, un super jeu avec plein de trucs à débloquer, plein de trucs cool. Le seul, pour moi, il y a des différences de gameplay selon que tu as le costume anti-gravité, selon que tu as, je sais pas si tu te souviens du costume anti-gravité. Horrible. Enfin vraiment, il y a plein de changements de gameplay qui sont vraiment super chouettes. Le gameplay du costume. Moi, la seule différence, le seul souci que j'ai un peu contre ce jeu-là, c'est qu'à la différence de Temple Run, il y a un moment, quand ça va trop vite, ça va trop vite. ça va Tu trop vois vite. rien. Et en fait, c'est juste la chance qui te permet d'esquiver et de progresser, Ouais. passer un certain laps de temps. Mhm. Alors que voilà, ça c'est un peu frustrant parce que voilà, c'est plus ton skill, c'est juste qu'à un moment le jeu, passer un certain cap, je trouve, voilà, en termes de son design même en fait, passer un certain niveau, en fait c'est plus possible quoi. Je suis d'accord. Si tu joues à Tetris, à un moment à super haut niveau, il y a des gens qui vont s'en sortir. Toi, Ce jeu-là, je ne pense pense pas. Je crois que ça devrait être inhumain. Après, il y a des gens qui arrivent à... Qu'est-ce que t'en penses, Ouais, toi? bah écoute, moi je pense quand même qu'il est mieux que Temple Run, quand même. Écoute, je vais pas mentir, je pense qu'il est mieux que le Temple Run en fait. Même si, parce que Temple Run est vraiment super, mais en effet, c'est un peu bizarre. Mais Temple Run, j'ai l'impression, dans le cœur de son jeu en fait, il est mieux, mais c'est vrai que l'enrobage,
Ouais, les petites merdouilles annexes. En fait, j'ai l'impression que Barry, il a un lore, tu vois. Il a une histoire. Oui, en fait, tu sais pas, mais t'as l'impression que c'est un mec qui a pété un câble, il parle avec un jetpack, il dit c'est fini de faire du business, go. Et non, il y a tout un univers, tout un lore qu'on peut un peu deviner. Il y a le gameplay est super fun, vraiment. La physique est topissime. Chacun des véhicules est intéressant quand tu débloques un mecha qui prend tout l'écran. À un moment, il y a des tu dois planer, où il y a le mecha, où il y a des missiles qui te viennent dessus. Et en fait, tu as un bras avec un bouclier et tu dois appuyer pour lever ou descendre le bras pour te défendre. C'est vraiment super bien vu. C'est un très très bon jeu. Après, il y a 2 jeux dans le jeu parce que pour l'instant, je joue justement à Jetpack Joyride 2. D'accord. Et en fait, je me suis dit, je vais relancer Jetpack Joyride. Et en fait, ça a bien changé parce que maintenant, il y a plein de pubs potentielles pour gagner des cœurs, pour aller plus loin, etc. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a, pour moi, je te propose qu'on puisse passer 2 jeux. C'est Jetpack Joyride version payante sans pub et Jetpack Joyride version pub. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux ne pas être d'accord. Il coûte combien? Là, il disait 3,50 €. Non, mais et la version gratuite, en fait, il y a vraiment un souci, c'est qu'à un moment, là, j'ai joué aujourd'hui, et j'étais jusqu'à 7000, 8000, parce qu'en fait, j'ai débloqué 4 fois des pubs à regarder qui me faisaient aller totalement vers la droite. Tu vois? Mais t'es pas obligé d'appuyer. Mais en fait, oui, mais en même temps, tu te dis, ok, je peux aller plus loin. En fait, je trouve que ça, non seulement ça casse un peu le jeu, parce que non, mais non seulement ça casse un peu le jeu, et en plus, parce que c'est ça aussi, c'est vrai que si tu joues sur PlayStation ou quoi, sur console, t'as pas ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas ça. Mais moi, ce que je te propose, après, tu vas peut-être me dire, non, Florence, c'est de la connerie, mais c'est qu'on dise, Jetpack Joyride version gratuite avec les pubs, et Jetpack Joyride avec. On va pas se casser la tête. Non, parce que. Non, on va pas se casser la tête. Moi, vraiment, je vais leur dire, tu joues à Jetpack Joyride, la version PS3 que j'ai téléchargée il y a 5, 6, 7, 8 ans, et Jetpack Joyride, la version avec les pubs, c'est pas le même jeu. Non, mais on va pas se casser. Et c'est un équilibre de game design qui est. On va pas se casser la tête. Affreux, Kevin. On va faire une moyenne. Alors, on se dit Jetpack Joyride version sans pub. Ouais, version sans pub, ouais, vraiment. Mais limite, on le met entre parenthèses, version sans pub. Parce que... De toute façon, moi, je comptais le classer au-dessus de Temple Run. Entre Temple Run et Wii Sport. Parce que Wii Sport a une proposition excellente, tu vois. Mieux qu'un runner, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je regarde. Ça fait un blanc. Ou au-dessus de Wii Sport? Non, quand même pas déconner. Non, c'est vrai que c'est très très fun, mais parce que il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez profonds, il y a plein de bonnes idées, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce souci-là. Moi, j'adorerais, et d'ailleurs, on va en reparler si à un moment on parle du 2, en fait. Dans le 2, ils ont un peu réglé ce souci de vitesse, tu verras. Non, et vraiment, tu vois, c'est vrai que moi, quand j'y ai joué, ce matin, j'ai halluciné, quoi. Vraiment, je me suis dit, tu vois, un jeu de base, selon les mises à jour qu'il a, il peut devenir fou. Parce que vraiment, là, quand t'as des pubs, en plus, les pubs dégueux du mobile, c'était vraiment avec les vieux jeux, avec des gameplays d'autres jeux, en fait, qui sont pas le gameplay du jeu. Je l'ai sur mon téléphone, je le ferai essayer. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Ok, donc Jetpack Joyride est entre Wii Sport et Temple Run, c'est ça? Voilà, donc. Ouais, c'est une bonne place. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, voilà. Ouais, totalement. Le classement a pas changé. Ah si, j'ai rien dit, parce qu'il y a The Last of Us en 2e position. Ouais. Et c'est tout. Je pense qu'on va pas faire un... Oui, on va pas refaire le tour de tout. Oui, voilà. Donc, Metal Gear Solid, non, Brutal Legend est sorti du top 10. Voilà. Donc, tu dois être très content. Voilà, je suis assez satisfait, oui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Oui, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt. À la prochaine, bisous. À la prochaine.